Bonjour à toutes et à tous. Je suis Marianne Poumet, professeure à l'Université de Liège, et je vous propose une présentation à propos de la valeur ajoutée de l'e-learning pour nos étudiants et nos programmes de cours. Alors cette présentation sera très illustrée, elle comprendra peut-être des pistes d'action et vous fera à la fois réfléchir à ce que c'est que l'e-learning et à la façon dont vous pourriez nourrir vos propres formations par un recours à de l'e-learning en tout ou en partie, et d'ailleurs de préférence en partie parce qu'on va essayer de garder le meilleur de la présence et d'y adjoindre le meilleur de la distance. Alors, vous voyez qu'en haut à gauche de votre écran, il est indiqué partie 1, 2, 3, parce que cette présentation, pour des raisons de volume, est divisée en 3 parties, donc une série de dias constituant cette première partie, puis vous aurez une seconde partie séparée et une troisième encore séparée. De cette façon, vous pourrez télécharger indépendamment l'une de l'autre ces 3 parties et avoir un téléchargement qui soit du coup plus facile et plus rapide des 3 parties séparément. Vous voyez aussi qu'en dessous du titre, j'ai indiqué « Voir illustration sur le site iDemo ». Alors là, vous pouvez relever cette adresse et l'utiliser. Il s'agit d'un site qui reprend des extraits, des démos, des démonstrations de cours en ligne que nous avons accompagnés, avec des interviews des enseignants qui mettent l'accent sur l'un ou l'autre point qui constitue justement ces valeurs ajoutées de l'e-learning pour les étudiants et les programmes. Nous aurons l'occasion d'en reparler plus loin dans cette présentation. Au niveau du plan, je vous propose de parler d'abord un peu de mon contexte personnel, ensuite de la façon dont il faut considérer la place des outils par rapport à la place de l'étudiant et de l'apprentissage, puis la valeur ajoutée potentielle de l'e-learning, et ça ce sera évidemment la partie la plus large de cette présentation, ajouter au fait qu'on aura beaucoup d'illustrations, et ces illustrations, elles viennent de cours qui existent, donc qui ont été accompagnés, qui sont donnés par de vrais enseignants, dans un contexte généralement universitaire ou grande école, et ces enseignants, bien sûr, sont d'accord que les illustrations servent uniquement dans un cadre didactique de formation, mais ils ne sont pas d'accord qu'elles servent dans un cadre de vente ou de formation financée. Donc voilà, ce sont des illustrations que vous gardez pour vous et qui ne peuvent pas être distribuées. Alors ça se terminera par une petite vision projective de ce que devrait être demain. C'est ce qui servira de conclusion à donc la troisième partie de cette présentation PowerPoint. On commence par le contexte. Mon ancrage personnel, donc c'est l'Université de Liège, la faculté de psychologie, logopédie et sciences de l'éducation, et plus particulièrement le LabSet qui est mon équipe de travail. Rapidement, vous voyez ici la présentation de mon institution, vous voyez là le bâtiment central qui est celui de la place du Vintou, mais c'est une institution qui est distribuée sur plusieurs campus, un au Sartillement aussi, un à Gembloux et un à Arlon au sud de la Belgique. Donc voilà, multicampus, nécessité parfois aussi, pour ces raisons-là, d'avoir des cours partagés ou de l'e-learning. Une université en mouvement, des sociétés en changement. Les universités, j'espère, le sont toutes, et les sociétés sont aussi toutes en changement.
Mon université comprend environ 20 000 étudiants et ma faculté est celle de psychologie, logopédie et sciences de l'éducation. Toutes les facultés chez nous, qui sont l'équivalent des composantes en France, dont toutes les facultés utilisent l'e-learning, mais pas toutes de la même façon. À minima, tous les cours doivent être annoncés en ligne, donc il y a des informations sur les cours en ligne, et les syllabus et les notes de cours doivent être en ligne, en tout cas pour les étudiants de première année de l'université. Pour le reste, certains cours sont entièrement en ligne et d'autres se limitent donc à ces PDF de notes de cours en ligne. Voilà, donc chaque enseignant a encore la liberté d'aller plus ou moins loin dans cet e-learning. Mon équipe, c'est celle du LabSet, donc Laboratoire de soutien aux synergies éducation-technologie. Vous pouvez aller voir en ligne si vous tapez LabSet ulg.ac.be ou labset.net, c'est peut-être plus simple. Vous avez une idée de nos actions, nos formations, et puis notre équipe que vous voyez ici. Et en tout cas, vous pouvez voir qu'on s'occupe non seulement d'assurer certaines formations à l'Université de Liège dans le master en sciences de l'éducation, mais aussi des formations externes pour toute une série d'associations en Belgique. On s'occupe de formation de formateurs, on coordonne un réseau de formateurs d'ailleurs, et on travaille dans pas mal de projets, qu'ils soient européens ou internationaux, y compris des projets de coopération. On travaille aussi beaucoup avec la France en matière de soutien à des transformations de programmes qui vont vers le développement d'approches par compétences. Une autre petite chose intéressante peut-être à vous mentionner en lien avec mon institution, c'est qu'elle a l'obligation, donc nous avons chacun en tant qu'enseignant, l'obligation de mettre en ligne les productions scientifiques ou disons qui peuvent être partagées et qui ne sont pas forcément des articles en peer review, mais qui peuvent être des communications que l'on fait dans des institutions ou dans des conférences plus largement. Donc tous ces éléments-là doivent être partagés avec les collègues et avec l'extérieur. Certains éléments en accès totalement ouvert et d'autres en accès restreint à notre propre institution parce que malheureusement les éditeurs n'autorisent pas forcément, quand on a écrit un article, qu'il soit ouvert librement à tout internaute intéressé, parce que certains éditeurs trouvent qu'il faut payer les ouvrages, payer les revues, plutôt que les mettre à disposition gratuitement sur Internet. Donc nous sommes tenus de renseigner chacune de nos productions dans un catalogue en ligne qui s'appelle Orbi, Open Repository and Bibliography, pour toute l'Université de Liège. Si vous tapez en haut à gauche mon nom, par exemple, Poumé Marianne, dans la barre de recherche que vous voyez, eh bien, vous aurez mes publications à moi, si on peut dire publications, parce que ça reprend aussi des actes de colloque, etc. Donc vous pouvez faire la même chose avec Dieudonné Leclerc, François Georges ou toute autre personne de l'Université de Liège que vous connaîtriez. Et vous voyez ce qu'il a publié. Vous pouvez cliquer sur les intitulés. Vous voyez si c'est peer-reviewed ou non. Et vous voyez aussi si vous y avez accès librement ou non. Si vous n'y avez pas accès librement, vous pouvez aussi demander un tiré à part à l'auteur qui remplit alors un petit formulaire et clique sur « Accepter » et vous avez un message automatique qui vous est délivré avec en fichier attaché le chapitre ou l'article en question que vous pouvez utiliser à vos seules fins personnelles, que vous ne pouvez pas publier et qu'on peut éventuellement vous envoyer même si c'était un fichier qui n'était pas en archive totalement ouverte. Donc voilà, ça peut être intéressant à savoir parce que pour ceux qui font des travaux ou des mémoires, ça peut être bien d'avoir accès à toute une série de
de documents qui ne sont pas forcément en accès totalement libre, mais dont l'auteur peut vous envoyer une copie éventuellement. Il y a quand même certaines publications pour lesquelles on n'est même pas autorisé à vous envoyer une copie, mais ça, chaque auteur sait ce qu'il peut envoyer et ce qu'il ne peut pas envoyer. Voilà, donc bonne découverte à ceux qui veulent un petit peu s'amuser avec ce répertoire institutionnel. D'autres universités font pareil, et c'est une mine de renseignements aussi pour quand on fait des études scientifiques. Pour revenir au contexte de cette présentation, il s'agit de faire le lien entre l'e-learning et la pédagogie de l'enseignement supérieur. La pédagogie de l'enseignement supérieur, qu'on appelle parfois pédagogie universitaire, même si elle ne concerne pas que les universités, bien entendu, elle est en plein essor. Elle est en plein essor et cela se remarque notamment au fait que fleurissent dans toutes les institutions des centres de soutien à l'enseignement, des centres de pédagogie universitaire, des centres qui s'appellent parfois Teaching and Learning, ou toute une série de centres qui sont là pour soutenir les enseignants dans l'amélioration de leurs pratiques. Alors dans ces centres, on trouve des conseillers pédagogiques ou des ingénieurs pédagogiques qui sont enseignants au départ, la plupart du temps, et qui se spécialisent dans le soutien à leurs collègues en développant une expertise en pédagogie de l'enseignement supérieur. Ça a été fort promu au moment de la publication d'ouvrages comme ceux de Boyer dans les années 50, sur le praticien, ou de Schoen sur le praticien réflexif. Boyer en fait a parlé d'un certain nombre de professionnalités, dont la professionnalité de l'enseignement et de l'apprentissage, qu'on a appelé Scholarship of Teaching and Learning, et qui a acquis ses lettres de noblesse parce qu'on a commencé à se rendre compte du fait que enseigner n'était pas du tout quelque chose de trivial et qui tombait sous le sens. Vu qu'on a tous été élèves, on peut tous être enseignants. Donc on s'est rendu compte que ça avait un peu ses limites et qu'un enseignant était quelqu'un qui réfléchissait au moment de son enseignement, c'est-à-dire dans l'action, notamment en voyant les réactions de ses étudiants, et qui réfléchissait aussi sur l'action, c'est-à-dire après l'enseignement, une fois sorti de sa salle de classe, en analysant ce qui s'est passé et ce qu'il peut éventuellement réguler pour la session suivante. Donc ces réflexions dans l'action et sur l'action, promues par Schoen, hein, c'est sa théorie du reflective practitioner, entrait bien en écho avec les travaux de Boyer et les différentes professionnalités qui rendaient elles aussi hommage au travail de l'enseignant, qui était mis sur un pied d'égalité avec la notion de recherche, qui elle aussi était revisitée par Boyer. Donc cette pédagogie de l'enseignement supérieur fait l'objet de beaucoup de publications, fait l'objet d'écoles doctorales maintenant, fait l'objet de colloques particuliers, fait l'objet de dizaines et de dizaines de revues spécialisées, et même de chaires maintenant dans les institutions un peu partout chez nous et à l'étranger. Cela se fait notamment aussi sous la pression des évaluations institutionnelles. Donc les institutions d'enseignement supérieur sont tenues d'obtenir certains résultats et doivent se comparer à des critères pour parfois pouvoir simplement continuer à exister ou avoir leur formation supérieure financée. C'est le cas, enfin vous savez qu'il y a par exemple les ingénieurs qui font l'objet d'une attention toute particulière avec une évaluation par un organisme dédié. C'est le cas dans d'autres spécialisations aussi, mais on a en tout cas des évaluations externes dans quasi toutes les spécialités et les pays maintenant. Nous sommes vraiment poussés à l'excellence, si on peut dire, l'excellence en tout cas en matière d'enseignement et d'apprentissage. Il y a d'autres critères pour l'excellence, mais ils nous intéressent moins dans cette présentation en tout cas. Et pour viser cette excellence, on a à notre disposition des outils de plus en plus performants pour pratiquer ce qu'on peut appeler l'e-learning, qui est en tout cas perçu comme pouvant apporter une plus-value à l'apprentissage.
Alors l'e-learning n'apporte pas toujours une plus-value à l'apprentissage et on va un peu essayer de voir ensemble quelles sont les conditions de ces plus-values et quelles sont ces plus-values. Donc au niveau de l'ancrage, on est parti très large avec la pédagogie de l'enseignement supérieur. On va maintenant s'occuper d'une toute petite partie de cette pédagogie de l'enseignement supérieur qui est la maîtrise technologique et la manière dont le recours à l'e-learning peut ajouter de la valeur à nos formations. Une première question, c'est peut-être, est-ce qu'il faut maîtriser tous les outils du web quand on veut recourir à l'e-learning? Alors là, vous voyez que sur certains sites, comme celui-ci, dont vous voyez la référence en bas à gauche, on cite une série de catégories d'outils. Donc par exemple, si on prend sur la droite des outils de blogging et conversation, des outils de blogging communauté de blog, des micromédias, des outils de live stream, donc de streaming en live pour faire passer sur Internet des flux vidéo que l'on enregistre en direct. On a des outils du type de Twitter, des outils qui permettent d'enregistrer de la voix, des outils de networking social, vous reconnaissez Facebook là-dedans. Donc vous voyez, ce sont toutes des catégories d'outils en fait. Quand on continue vers le bas et qu'on remonte à gauche, on voit les outils de vidéo, d'agrégation vidéo, de création d'événements, de traitement de la musique, les wikis, etc. Donc vous voyez que les catégories d'outils sont nombreuses et à l'intérieur de chacune de ces catégories, il y a des dizaines et des dizaines d'outils. Inutile de dire que nous ne devons pas, en tant qu'enseignants, maîtriser tous ces outils. Personne ne va nous le demander. Les institutions, généralement, font déjà leur marché à l'intérieur de ces outils et nous proposent une sélection de ces outils qui vont être, si on peut dire, supportés institutionnellement. Par exemple, une institution pourrait se dire, bien nous, on va mettre à disposition de nos enseignants la plateforme Moodle ou la plateforme Blackboard, puis des outils comme Illuminate ou CMapTools pour faire des cartes conceptuelles, Captivate pour faire des captures de mouvements à l'écran et faire des petites démonstrations pour nos étudiants, Camtasia pour faire aussi des captures et des PowerPoint sonorisés avec des animations à l'intérieur, Wimba Create pour faire de l'authoring et de la mise en ligne par la suite de ce qu'on a autoré, de ce qu'on a produit, ou alors des outils comme LifeSize et Adobe Connect qui permettent de travailler des sortes de classes virtuelles, donc des lives, qui essayent de donner à la classe virtuelle autant de richesse qu'à la vraie classe, avec des partages d'écran possibles, des petits groupes qui peuvent se former à distance dans la classe virtuelle étant des classes qui se réunissent de manière synchrone, mais à distance, où on se voit tous à l'écran et on peut échanger dans ces classes virtuelles. Certains outils comme Adobe Connect dans les licences de base accueillent une vingtaine de personnes et d'autres outils accueillent jusqu'à 200 personnes. Donc on peut même les utiliser avec des larges groupes. Il y a aussi des outils de communication avec son, etc. Donc disons que dans la panoplie de tout ce qui existe comme outils web, généralement l'institution fait un choix et propose à ses enseignants quelques outils choisis par l'institution et dont elle assure le support, c'est-à-dire le soutien aux utilisateurs enseignants qui veulent s'en saisir et l'utiliser avec leurs étudiants. Cela n'empêche pas l'enseignant, additionnellement à ces outils-là, d'aller chercher sur le web des outils qui l'intéressent et d'utiliser aussi du bookmarking social ou des additions, si on peut dire, qui vont rendre encore plus de qualité à ce qu'il veut faire avec ses étudiants. Dans les outils institutionnels, l'intérêt c'est qu'on est aidé pour les utiliser.
mais ce n'est pas pour autant qu'il faut les utiliser tous ou que ce sont ceux-là qui correspondent à ce que l'on veut faire. Parce que l'important, c'est justement cette question, pourquoi faire? Alors, pourquoi faire? Je vous propose une petite réflexion ici qui part un peu de quelque chose d'extrême. On va prendre l'exemple de Michael Wesch, qui est un enseignant américain, il travaille à l'université du Kansas. Donc lui, il a un cours d'ethnographie digitale, et son cours d'ethnographie digitale, même si lui était un enseignant débutant quand il a commencé à se saisir des nouvelles technologies, ce cours est tout à fait révolutionnaire dans la façon dont il utilise l'e-learning. Donc, il s'agit d'un cours où les étudiants, qui sont plusieurs centaines, je pense qu'ils sont à peu près 200 dans ce cours, sont mis en groupe pour vraiment mener des projets que l'enseignant ne pourrait pas mener tout seul et que les étudiants ne pourraient sans doute pas mener non plus sans le soutien de l'enseignant. Donc, il s'agit vraiment de les envoyer dans la vraie vie, étudier une question d'ethnographie digitale et réaliser quelque chose qui va pouvoir être intéressant pour les autres groupes d'étudiants également. Alors pour cela, l'enseignant leur met toute une série d'outils à disposition et il est lui-même un des outils à disposition de ces groupes d'étudiants. Vous voyez que il y a plusieurs fenêtres sur l'écran. Les fenêtres sont les cadres bleus. Il y a aussi plusieurs onglets en haut où vous voyez des outils que les étudiants ont à leur disposition. Et si l'on veut un peu décoder ces fenêtres, voici ce que ça donne. Vous voyez qu'en haut à gauche, il y a des discussions qui sont reprises par Yahoo de façon à ce que les étudiants ne voient dans ce bloc-là que les derniers posts qui viennent des blogs des étudiants. Au centre, il y a un calendrier pour indiquer toutes les dates limites qui sont fixées par l'enseignant et auxquelles les étudiants ont des choses à produire. À droite, il y a les liens que les étudiants partagent et qu'ils ont répertoriés dans un outil qui s'appelle Diigo et qui est un outil de bookmarking social où on repère des choses intéressantes sur Internet, par exemple des articles dans ce cas-ci, et on peut les stocker, en faire un petit commentaire et partager le lien URL et le commentaire avec ses amis, entre guillemets, qui peuvent être un groupe d'étudiants ou les étudiants de tout un cours ou les étudiants de son propre groupe. Donc là, il y a tous les derniers sites, si on peut dire, ou articles qui ont été commentés par tous les étudiants. De la même façon, les étudiants ont par groupe un blog obligatoire, qui est le blog dans lequel ils gardent trace de leur réalisation dans leur projet. Et les dernières réalisations et les derniers posts des étudiants sur leur blog sont repris ici, en bas à gauche, dans la fenêtre toujours bleue en bas à gauche. Puis il y a d'autres flux RSS qui viennent de certains wikis, puis il y a des vidéos que les enseignants et les étudiants peuvent partager. Donc vous voyez qu'il y a une série de fenêtres qui sont là en fait pour que les groupes d'étudiants puissent voir en temps réel à tout moment ce qui se poste sur les groupes des autres, sur les blogs des autres, ce que les autres ont trouvé comme article intéressant et ce que l'enseignant leur demande de produire grâce au calendrier, aux vidéos partagées, etc. Donc il s'agit vraiment comme d'un espace de travail où on est au courant tout le temps en temps réel de ce qui se passe à l'intérieur de ce cours et surtout à l'intérieur de tous les projets de tous les groupes d'étudiants. Il y a plus de 20 groupes d'étudiants. Alors ça, vous voyez, c'est un peu extrême, c'est quelque chose dont on se dit « Ouh là là, moi je suis incapable de produire tout ça, il va falloir maîtriser beaucoup de technologies ». Et ce n'est pas faux, il faut effectivement maîtriser quelques outils, il faut maîtriser un wiki, Diigo, un calendrier, les blogs, et pouvoir guider les étudiants là-dedans.
Mais c'est intéressant de voir à travers cela qu'il peut y avoir des propositions d'e-learning qui sont vraiment différentes de ce qu'on pourrait faire avec ces 200 étudiants dans une salle de classe ou dans un amphithéâtre. Ici, il s'agit vraiment de les faire travailler très activement et pourtant d'avoir un œil et de pouvoir piloter ce groupe de 200 étudiants qui travaillent activement et qui produisent des choses, qui produisent des projets, qui produisent de la connaissance en allant se confronter à la vraie vie. Pour ceux qui sont intéressés, Michael Wesch a pas mal de petites vidéos de lui sur YouTube où il explique son design pédagogique, il explique comment il en est arrivé là, il explique aussi les difficultés qu'il rencontre avec ses étudiants, il montre quelques productions de ses étudiants, il y en a qui sont assez connues. Et voilà, il peut aussi donner envie de s'y mettre. Mais moi, mon but quand je partage ceci avec vous, c'est pas de vous dire c'est ça qu'il faut faire, mais c'est plutôt de vous dire bon bah, on peut faire rien du tout, ou on peut faire du Michael Wesch, et entre les deux, il y a énormément de possibilités. Alors si on peut voir ces possibilités, on peut les situer dans une matrice de niveau d'intégration technologique. Et je trouve que cette matrice est intéressante parce qu'elle montre que, voilà, en général, quand on commence à utiliser des outils qui vont vers l'e-learning, on est dans un stade qu'on appelle le stade d'entrée, ou les stades d'adoption, où finalement on fait un petit peu la même chose que ce qu'on faisait avant, mais en utilisant l'un ou l'autre outil qui vont un peu enrichir notre pratique enseignante, mais généralement qui ne changent pas grand-chose à l'expérience d'apprentissage de l'étudiant. Mais on se fait aux outils petit à petit, en les intégrant dans notre enseignement tout doucement. L'idéal est d'aller évidemment vers des usages, des outils qui sont plus transformationnels, où on va avoir, comme chez Michael Wesch, des activités que l'on fait faire à nos étudiants et qui n'auraient pas pu être faites si on n'avait pas bénéficié de ces outils et de ces plateformes et de ce qu'on appelle l'e-learning. Donc, pour ceux qui sont intéressés à voir un peu par quel stade l'enseignant passe pour aller de cette entrée en matière à un stade qu'on appelle transformationnel et qui modifie vraiment la façon d'enseigner, mais aussi la façon d'apprendre de l'étudiant, vous pouvez consulter cette matrice STEAM avec ses niveaux d'intégration des technologies dans l'enseignement. Le bureau de l'étudiant il devient différent, évidemment. Quand l'enseignant lui-même utilise des technologies, l'étudiant, lui, peut avoir recours à ces différents objets nouveaux qui sont utilisés et promus par son enseignant. Donc il va avoir sur son bureau d'étudiant non seulement les bouquins comme avant, les syllabus, les notes de cours, mais aussi, bien sûr, comme on voit à l'avant-plan ici, des synthèses qu'il a faites lui-même, mais aussi euh, une tablette ou un ordinateur, ou les deux, dans ce cas-ci l'ordinateur est plié en dessous, parce que certains éléments vont nécessiter le recours à des outils, mais ce que je veux montrer aussi quand même ici par cette dia, c'est que voilà, vous voyez, il y a toujours un crâne, il y a toujours des manipulations, il y a toujours des bouquins, il y a toujours des synthèses, il y a toujours des bics et des crayons. Ce sont des outils additionnels et l'intérêt est de se demander quelle va être la valeur ajoutée apportée par ces outils. Alors, je l'introduis brièvement ici avant de passer à notre deuxième partie de présentation.
Les plus-values qu'on va avoir avec l'e-learning sont multiples, mais ne sont pas automatiques. On attend en tout cas des plus-values en termes de flexibilité, dans le temps, mais aussi dans le rythme auquel on va pouvoir attaquer la matière ou voir et revoir certaines choses si on en a besoin, et des flexibilités au niveau de l'espace. On va pouvoir travailler au départ de différentes localisations de chez soi, de l'institution ou de son site de travail ou de son moyen de transport en commun, si on prend le train pendant 1 heure pour aller travailler tous les jours. Peu importe, la flexibilité est quelque chose qui est fort attendu en e-learning. Mais on va avoir aussi des avantages au niveau de la possibilité d'auto-apprendre ou de s'auto-évaluer. Il y a beaucoup de façons de travailler l'évaluation formative, beaucoup de types de tests possibles. On peut libérer des corrigés. On a vraiment des plus-values importantes à ce niveau-là. On peut travailler aussi les performances complexes. Donc il ne s'agit pas que de faire de l'auto-évaluation et des QCM. On a d'autres éléments que l'on peut travailler avec les étudiants et même en grand groupe. On peut travailler la collaboration, des études de cas, recherche d'informations, etc. On en verra tout à l'heure des illustrations. On peut aussi travailler sur la motivation et sur l'engagement des étudiants. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ce n'est pas uniquement leur mettre des petits dessins pour les motiver avec des blagues, mais c'est vraiment avoir un environnement motivant par la richesse et l'épaisseur que l'étudiant va y découvrir. Et ça, c'est évidemment très motivant pour lui. Et si on en croit les théories de Viau, accroître cette motivation-là, ça va favoriser leur engagement dans la formation et leur persévérance en formation. On va avoir, grâce à cela, des feedbacks plus rapides aussi, notamment dans tout ce qui est questionnement à choix multiples, mais pas uniquement. Il y a beaucoup de types d'activités dans lesquelles on va pouvoir leur fournir un feedback rapide, ce qui accroît aussi l'efficacité de leur apprentissage. Alors, côté enseignant, on va pouvoir mettre à jour constamment les cours. C'est très facile d'entrer dans son cours et d'ajouter un article issu de l'actualité, ou d'ajouter quelque chose qui nous paraît important, ou de modifier quelque chose suite à une remarque d'étudiant d'ailleurs, qui aurait dit « tiens, ici il y a une erreur » ou « là on peut ajouter ceci ». D'ajouter un forum, de faire bouger son cours même en cours d'année. Et puis enfin, au niveau des collaborations entre collègues, on va pouvoir plus se projeter dans des approches programmes avec une intégration des matières au bénéfice de l'apprentissage des étudiants. Bien sûr, rien n'est automatique comme je l'ai dit. On peut évidemment apprendre plus et réussir mieux quand on utilise des moyens comme cela, mais il n'y a aucune garantie. C'est toujours évidemment en fonction de la façon dont l'enseignant et même les enseignants vont combiner ces avantages au bénéfice de l'apprentissage que l'on va avoir des résultats et des performances plus ou moins intéressantes. Alors, je vous propose de recommencer sur la dia de plus-value, qui est celle-ci, dans une seconde partie de cette présentation PowerPoint et d'entrer alors dans les illustrations de chacune de ces plus-values. À bientôt.